D'accord, eh bien bonsoir à tous, merci de votre présence. Et simplement, on va prendre quelques instants avant de commencer. Simplement prendre le temps d'être avec ce qui est et une petite parenthèse de bienveillance juste pour laisser se déposer ce qui a besoin de lâcher. Donc pour ça, je vous invite, si vous le souhaitez, à fermer les yeux et simplement à prendre quelques grandes inspirations et expirations. Voilà, et de laisser aller tout ce qui a besoin de s'en aller. D'être au contact avec toutes les sensations qui apparaissent, sans faire aucun effort, sans chercher quoi que ce soit. Être écoute. Écoute de l'écoute. Écoute de tout ce qui apparaît. Peut-être des sensations corporelles, des tensions, des nœuds, des douleurs, ou bien au contraire, des ouvertures, de l'espace, de la tranquillité. Ne rien modifier, juste être ouvert à ce qui est. Peut-être des sensations sonores, des bruits, des sons, ce qui apparaît, en constatant que si je ne me focalise pas, si je ne me localise pas, eh bien, il n'y a ni intérieur ni extérieur. Il y a juste le son. Quel est le climat, la météo intérieure? Y a-t-il des attentes, des émotions, de l'agitation, des troubles dus peut-être à la journée qui s'est écoulée, les heures qui viennent de passer? Ou bien la paix, tranquillité, silence, équanimité, et à nouveau rien changer, rien modifier, ne rien attendre, être juste avec ce qui est. Ne rien attendre de différent que ce qui est. Du point de vue des pensées, le mental, le personnage, y a-t-il des histoires, des commentaires, des jugements, à nouveau des attentes?
formuler. Et voilà tout ce qui apparaît. Toutes ces images mentales, comme un songe, un rêve. Le personnage, l'individu, peut-être le chercheur spirituel, qui se définit par toutes ces attentes, cette quête, ces besoins de trouver, ces besoins de s'améliorer, de se purifier, d'atteindre quelque chose. Toutes ces pensées, tous ces repères pour le chercheur. Si on constate que ce ne sont que des pensées, peut-être que des croyances, des repères, des projections dans le futur. Et si pour un moment, avec bienveillance, nous pouvions ouvrir une parenthèse et d'être juste en amitié avec soi-même, sans violence, sans chercher à atteindre quoi que ce soit d'autre que ce qui est déjà là. Et de laisser toutes les tensions de la quête spirituelle, du devenir, de les mettre de côté et de regarder ce qui reste avec simplicité, là maintenant. D'être à l'écoute de ce qui reste quand il n'y a plus de repères dans le mental. Que tout ce qui apparaît, les sensations, les émotions et donc les images mentales, ne suffisent plus à nous définir. Que reste-t-il? Quel est cet espace libre, déjà libre, où rien ne manque, où tout est parfait tel que c'est, où l'on ne peut rien rater, où rien n'a besoin d'être purifié. Car c'est déjà parfait tel que c'est, maintenant. Être juste à l'écoute de cette simplicité, de cette tranquillité. Qui accueille tout
qui accueille le chaos comme la paix. Et dans cette écoute, dans cette disposition, sans rien modifier, si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir les yeux et constater ce monde qui apparaît et qui ne change rien, qui ne change pas quoi que ce soit de ce qui est déjà là, de ce que vous êtes déjà. Conscience, présence, simplicité, évidence. Et il n'y a rien à faire pour faire apparaître cela, puisque c'est déjà là. Et si vous sentez des mots, des questions venir, n'hésitez pas à les formuler, n'hésitez pas à prendre la parole. Laissez monter ce qui a besoin de s'exprimer, sans rien retenir. Et s'il n'y a rien, juste le silence, l'écoute, alors rien à modifier non plus. Voilà, je vous invite à poser les questions si vous en avez. Mieux que l'écrit, vous pouvez ouvrir le micro, car c'est pas facile pour moi d'être dans la lecture du message. Alors, je sais. Oui. Bonjour, Philippe. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir pour toi, c'est vrai. Pendant la relaxation, tu as parlé qu'il fallait laisser de côté la quête spirituelle ou toutes les questions qui s'y portent, dans le fond. Je n'ai pas trop compris cette partie-là parce que je me dis, si on laisse tomber, comment on peut évoluer? D'accord. Merci pour la question. Mais qui a besoin d'évoluer? L'âme. L'âme. Parce qu'on, tu sais, à quelque part, l'âme, on sait, moi en tout cas, je crois qu'on revient régulièrement, puis qu'on a comme des classes à faire à chaque fois jusqu'à atteindre le niveau où on ne revient plus. Alors, la phrase que tu viens de prononcer a commencé par quel mot? La famille, l'âme, le... Non, juste après, tu as dit « je crois ». Ah, je crois, ok, oui. Et donc, c'est simplement que on peut constater que c'est, sans offense, hein, bien sûr, Non, que c'est une pensée, et donc, d'une certaine manière, je la respecte, mais c'est aussi une croyance, et que finalement, cette croyance qui peut être justifiée, mais si on ne, pendant un instant, si on la met un tout petit peu de côté et qu'on constate ce qui est déjà là, l'âme, la conscience, la présence est déjà pleine, est déjà pure, est déjà complète. Il n'y a que le mental qui croit qu'elle a besoin d'être améliorée, transformée, évoluée. Et je le comprends parce que il y a beaucoup de courants spirituels justement qui indiquent ces démarches. Et pendant un temps, le chercheur se met en route
sur ces chemins d'amélioration, de perfection. Et finalement, au bout de 10, 15, 20, 40 ans, se réveille et se dit qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Alors oui, le personnage a pu améliorer ses relations, a pu apaiser du mental, apaiser peut-être ses émotions. Mais tout ça, c'est dans la manifestation, c'est dans le relatif. Mais qu'est-ce que ça a changé sur le plan de mon essence, de ce que je suis dans l'absolu? Cela n'a rien changé. Et donc, Non. de constater, et juste je termine et je te laisse la parole, et de constater qu'en fait, tout ce que je cherche, c'est déjà là. C'est déjà ce que je suis. Pas moi, mais nous tous, sans aucune exception. C'est ce que nous sommes en essence. Nous sommes l'éveil, la réalisation, la pureté, la conscience, la présence. Pas demain, pas quand je me saurai amélioré, mais maintenant. Je te laisse parler. Donc, si je te comprends bien, ça veut dire que quand on est avec un bagage X, ce bagage-là, il ne changera pas, c'est ce que tu es. Donc, ta personnalité, tu ne pourras pas, si mettons tu es égoïste, tu vas rester égoïste. Si tu es fondamentalement méchant, j'y crois pas, mais mettons qu'il y en aurait qui soient fondamentalement méchants à la naissance, va rester fondamentalement méchant, etc. Tu vas rester ce que tu es à la naissance. Alors, ce n'est pas tout à fait mes propos. Okay. En fait, sur le personnage, comme on le disait tout à l'heure, il y a une possibilité d'apporter des améliorations sur le personnage, c'est-à-dire sur la façon de rentrer en relation avec les autres, sur la façon d'être avec soi-même, sur les comportements. Bien sûr, c'est du développement personnel, mais cela ne modifie pas notre essence, ce que l'on est profondément avant même la naissance. Et que nous sommes toujours et que nous serons même après la disparition de ce personnage. C'est cela qui ne change pas. C'est cela que nous sommes déjà. Donc, c'est la lumière qui ne change pas. C'est ça. La lumière que nous sommes n'a pas besoin d'être purifiée. OK. Merci. Merci à toi. Merci pour cette belle question. Bonjour Philippe, j'ai une question. Oui, bien sûr. En fait, pour aider notre cher personnage, comment lever le voile sur l'illusion de la séparation? Qui pose la question? Mon personnage. C'est celui-là même. C'est Oui. celui-là même qui est en fait le voile qui pose la question, mais comment lever le voile? Et donc finalement, on voit bien que c'est un peu une farce, c'est une supercherie, une auto-hypnose. Et donc il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas à se lamenter, mais juste constater que la question elle-même en fait est une farce, parce que le personnage a envie de faire quelque chose, se croit obligé d'atteindre ce qu'il a entendu que d'autres auraient atteint, et donc que ce voile qui obscurcit cette compréhension, cette connaissance, cette vision devrait être levé. Mais en fait, le personnage lui-même qui pose la question et qui est donc le voile lui-même ne peut pas
voir clair, ne peut pas voir ce qui est au-delà du mental. Donc, à un moment donné, le mental est quand même suffisamment intelligent pour comprendre ça, qu'il ne peut pas atteindre ce qui le dépasse, et il laisse place naturellement, simplement, à ce qui est déjà là, à cette lumière que nous sommes et qui est déjà là avant même que la question ne se soulève. Merci beaucoup. Merci, merci à toi. Thierry, oui, Bonjour. bonjour. Donc, je rebondis sur ce qui a été dit. Donc, mais est-ce que c'est le mental qui laisse place, ou bien est-ce que c'est notre essence, la conscience, donc, qui finalement, on pourrait dire, surgit, intervient, où il y a ces moments de grâce, finalement, parce que moi, j'ai l'impression que finalement, lorsqu'il y a une certaine vacuité, c'est comme si c'était la grâce qui venait et qui balayait tout sur son passage, qui nettoyait tout, qui voilà. Alors que vous suggérez finalement que ça serait le mental qui laisse place. Il y a une petite confusion à ce niveau-là. Merci beaucoup Thierry pour cette question. Et effectivement, pour le personnage, pour le mental, il a cette impression que à certains moments, il est submergé par cette grâce, par cette vacuité, ce silence, cette lumière, comme si ça n'existait pas avant et d'un seul coup, ça lui apparaît. Mais si on est vraiment très attentif, même pendant les moments de chaos, pendant les moments de souffrance, de complexité dans la vie relationnelle, dans l'humain, eh bien, on va pouvoir constater qu'il y a peut-être une partie de nous qui est consciente, qui est vision, qui est déjà dans cette lumière et dans cette ouverture, mais que simplement, pris par le tumulte, le chaos, on n'en a pas toujours conscience, mais que c'est déjà là. Et à un moment donné, on prend conscience que ce que nous sommes dépasse les états, tous les états, que ce soit un état de paix, de tranquillité, de vacuité, ou un état de confusion, d'identification, etc. En fait, ce que nous sommes est au-delà de tous les contraires, au-delà de tous les opposés, au-delà de la dualité. Et c'est déjà ce que nous sommes. Cela n'apparaît pas, c'est simplement si le mental laisse un petit peu de place, eh bien, il laisse justement place à ce qui est déjà là. Mais je ne vous demande pas de me croire ou d'en faire une nouvelle religion, mais juste de l'observer pour vous-même. Donc, c'est le mental qui finalement prend conscience, finalement, que bon, ben, il n'y a rien à faire. Finalement, d'une certaine façon, il y a une intervention donc du mental. Voilà, c'est le mental qui finalement arrive à une fin, finalement. C'est ça. Alors, plus que d'arriver à une fin ou d'une intervention du mental, c'est simplement que, soit par fatigue, par manque d'énergie, après peut-être une longue recherche, ou simplement par un choc, quelque chose dans la vie qui nous bouscule violemment, eh bien, l'espace est suffisant, la brèche est suffisante pour laisser apparaître ce qui est déjà là et qui ne demande pas de travail pour le faire apparaître. Et
et finalement, ce mental qui reviendra, qui a ses occupations, ses préoccupations, on constate qu'il n'est même pas un obstacle, qu'il n'est même pas lui-même une difficulté. Il n'est pas à abattre, il n'est pas à faire taire. Il prend de lui-même conscience, quand c'est le moment, que ce qui est cherché, c'est déjà en fait ce que nous sommes. Et il y a des portes d'entrée, des portes d'accès, comme par exemple les émotions. Si on en prend conscience, il y a une prise de conscience des émotions, elles se transmutent donc en conscience finalement. Donc ça nous donne une certaine vacuité. Il y a des portes d'accès comme ça en fait, comme si on prend conscience des désirs, par exemple, de nos peurs, tout ça. Si on est assez conscient, il y a un moment donné où si on reste dans le ressenti, sans faire intervenir justement le mental, il y a une transmutation finalement qui se fait. Alors, effectivement, comme on en a parlé au tout début de l'intervention, il y a un travail personnel qui peut se faire sur les émotions, sur les sensations, sur les pensées. Ce travail personnel, moi je l'appelle du développement personnel d'une certaine manière. Et il est très bon dans le sens où pour le personnage, ça lui permet de se libérer de nœuds, de complexités, de choses qui ont besoin d'être lâchées. Mais par contre, dans ce que je ressens, évident, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire ce travail pour que ce que nous sommes déjà apparaisse, pour que ce que nous sommes déjà soit déjà pleinement ce qu'il est, parce que ce que nous sommes déjà ne manque de rien, est parfait, complet, et ce n'est pas un travail sur les énergies, les émotions ou les pensées, qui en soi, ce travail est très bénéfique, mais il est bénéfique pour le personnage et non pas pour notre essence que nous sommes encore plus profondément. C'est bien. Merci beaucoup Thierry pour cette question. Jean-Philippe, c'est Oui, Nadia. Excuse-moi, j'ai vraiment plein de questions. Je ne sais même pas par quoi commencer. Simplement, en fait, quand je suis avec des gens, j'aime bien sentir ce qu'ils incarnent. Et j'ai pas eu l'occasion d'avoir des personnes dans ma famille ou dans mon entourage qui avaient une spiritualité très à un niveau dont tu en parles. Et du coup, je me demande comment, dans ton quotidien, toi, comment tu fais quand, par exemple, je sais pas, quand il y a eu des conflits ou des nouvelles d'actualité assez qui nous poussent émotionnellement, qui nous touchent émotionnellement. Et aussi, je me demandais au niveau transgénérationnel, quand on porte quelque chose qui ne nous appartient pas, mais qu'on a reproduit malgré tout, je donne l'exemple de l'inceste, comment est-ce qu'on peut arriver à s'en sortir? Comment est-ce que tu ferais? Enfin, tu vois, je me demande, voilà, pour retrouver notre essence et se libérer, parce que je pense à l'EMDR, mais si tu dis qu'on a tout en nous, je sais pas comment faire, en fait. Alors, c'est simplement que c'est le point de vue. D'où l'on regarde. Est-ce qu'on regarde du point de vue du personnage qui est avec ses conditionnements, ses souffrances, ses traumatismes que l'on ne va pas nier? C'est réel pour ce personnage. Il a été touché par tout cela. Il est conditionné par tout cela. Et donc, si on regarde à travers les yeux du personnage, alors oui, il y a un travail à faire pour s'alléger, se transformer dans le sens d'une possibilité de s'accepter peut-être soi-même, d'accepter des relations, etc.
Mais ça, c'est un travail personnel, un travail sur le plan du relatif, sur le plan à nouveau du personnage et du mental, de l'ego. Et il n'y a Mais rien de mal avec un professionnel? avec un professionnel qui est tout à fait apte à guider cette personne qui a besoin de cela. Mais par contre, ce dont je parle, ce n'est pas tout à fait ça. C'est ce que nous sommes vraiment en essence, ce que nous sommes au-delà du personnage souffrant. Ce que nous sommes, en fait, c'est déjà cette conscience et qui n'est séparée de rien, donc n'est pas séparée non plus de ce personnage, parce que tout ce qui est manifesté est tissé de conscience. Donc même le personnage souffrant est tissé de conscience, est tissé de lumière, même s'il n'en a pas conscience. Et simplement ne pas entendre ces mots comme une nouvelle croyance ou quelque chose à atteindre, mais juste de constater l'évidence que c'est déjà comme cela. D'accord. Et est-ce que tu penses que faire l'arbre généalogique, ça peut aider aussi dans cette démarche? Alors, je n'ai pas de conseil en particulier parce que pour un tel, ça ne fera rien, et pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être le déclencheur d'une compréhension, d'un lâcher-prise, d'une ouverture, et sur le plan du personnage, ça peut être très bénéfique. Tu l'as jamais fait, toi? T'as jamais fait des... J'ai déjà eu contact avec des personnes qui m'ont parlé de transgénérationnel, de choses comme ça, mais j'ai pas ressenti le besoin de faire ce travail de manière poussée, juste parce que j'avais vu que le personnage lui-même est une blague, même si sa souffrance est réelle. Du point de vue de ce que nous sommes, c'est juste une infime tête d'épingle dans l'univers. Et ce que nous sommes, ce n'est pas ce qui est limité à cette tête d'épingle qui se croit effectivement séparé, isolé, traumatisé. Et quand on constate que ce que nous sommes est illimité, eh bien, il y a de la compassion pour le personnage, mais on ne se prend plus pour ce personnage. Et ça n'empêche pas qu'on puisse le soigner si besoin. Le soigner physiquement s'il y a une blessure physique, ou le soigner psychologiquement s'il y a une blessure morale. D'accord, donc je pense que j'ai un peu... oui, je dois avoir des croyances que d'avoir besoin de techniques comme EMDR, accompagnement pour me libérer. J'ai peut-être pas encore accepté l'idée que j'ai tout en moi pour pouvoir guérir. Et pas tout en toi en tant que personnage. Oui. Et que le personnage, tant qu'on s'identifie au personnage, traumatisé, souffrant, eh bien, il y a besoin de technique. Il y a besoin d'être soulagé. On n'est pas obligé de supporter toutes les misères du monde. Et le monde est quand même relativement chaotique pour le personnage. Donc forcément, c'est naturel que le personnage soit bousculé. Donc, tant qu'on se prend pour le personnage, il y a besoin de prendre soin et d'avoir de l'amitié et de la compassion pour cela. Mais à un moment donné, on voit que nous ne sommes pas réduits au personnage. On ne va pas s'en séparer en disant ce n'est pas moi, je n'ai pas de corps, je n'ai pas de mental, je n'ai pas d'ego. Ça, ce serait encore se séparer. Mais dire que je ne suis pas que le mental, l'ego, le personnage. Ce que je suis n'est pas réductible à cette petite coquille. D'accord. Et une dernière question, je pense que j'en aurai d'autres, mais toi, dans ton quotidien,
Moi, je pense, voilà, j'ai des enfants, j'ai un quotidien des fois un peu stressant. Comment toi, est-ce que tu gères cet aspect-là spirituel qui est vraiment ancré en toi et de gérer tous ces trucs-là autour? Mhm. Eh bien, en fait, de manière la plus naturelle possible, c'est-à-dire que le personnage a ses préférences, ses exigences. Euh, Simplement, s'il y a quelque chose qui est conflictuel, eh bien, de voir avec des techniques aussi pour le personnage, rien n'interdit d'utiliser de la CNV, par exemple, la communication non violente, bienveillante. Rien n'empêche d'être dans le lien et d'essayer comment dire, de favoriser le lien plutôt que le conflit. Mais malgré tout, si le personnage est touché pour une raison ou une autre, eh bien, cela va se ressentir dans le personnage. Parce qu'il y a des idées spirituelles comme quoi il ne faudrait ressentir aucune émotion, ne plus avoir de pensée, ne plus être au contact en fait avec ce personnage qui ne serait qu'une illusion. Mais alors dans ce cas-là, c'est être un légume, une sorte d'encéphalogramme plat, et c'est pas du tout ce que je ressens, c'est-à-dire d'être pleinement incarné avec tout ce que cela implique, toutes les émotions, toutes les pensées, toutes les sensations, mais sans se prendre pour cela, sans se limiter à cela. Et donc de gérer les conflits tels qu'ils arrivent en ayant l'intelligence relationnelle, en ayant l'ouverture de cœur, mais sans se prendre pour le personnage qui doit avoir raison à tout prix ou qui doit lâcher parce qu'il est spirituel. Non, juste un entre-deux naturel. Je te remercie. Merci beaucoup, Nadia. J'ai vu passer des questions, mais par écrit, je n'ai pas le temps de les lire. OK. Est-ce que je peux prendre parole? C'est Gaston. Oui, Gaston, allez-y. Oui, vous parlez de personnages, vous parlez d'essence. Et est-ce qu'il y a un but à cette incarnation finalement? Ou bien si nous venons simplement faire l'expérience à nouveau de vivre tantôt beaucoup dans le personnage, tantôt s'apprivoiser à l'essence qui nous constitue aussi? Est-ce qu'il y a un but? Est-ce qu'il y a un appel qui nous est quand même adressé, qui est adressé à l'être? Et ou si simplement, voilà, quelque chose qui nous est proposé. Merci. Merci, Gaston. Simplement, est-ce que vous pouvez m'indiquer d'où provient cette question? D'où provient cette question? Elle provient d'un savoir qui dit que finalement, le cheminement spirituel est quelque chose qui regarde l'accomplissement de l'être, qui regarde l'accomplissement de sa mission personnelle. Alors, c'est un peu cette partie-là en moi qui pose la question. D'accord. Et si pour un instant, cette référence de connaissance, ce savoir, qui est donc du mental, par définition, si pendant juste un instant, on n'y fait pas référence, on n'y a plus accès, qu'est-ce qui reste de cette question? Il reste rien. Il reste rien parce que l'enfant vit dans le présent, dans l'ici et maintenant, sans se préoccuper de quoi que ce soit. Il n'est pas dans le mental. Il est tout simplement dans le moment de chaque minute, de chaque instant. Et même cet instant, ce maintenant, cette conscience de ici et maintenant peut être questionnée. Car ça aussi, c'est dans le monde manifesté, dans le rêve du rêveur conscience,
Et d'une certaine manière, même le ici et maintenant est d'une certaine manière une fabrication du mental. Ce que l'on est au-delà même de ici et maintenant, qui est encore une sensation, une perception. Ce que nous sommes est aperception, est au-delà de toute référence. Donc même le ici et maintenant est encore de trop. Et déjà, on est dans le mental quand on dit qu'il y a un personnage puis qu'il y a une essence. Je vous entends depuis le début faire cette distinction entre les deux. Et de réfléchir ainsi, c'est qu'on est déjà en train d'utiliser notre mental pour en parler. Tout à fait. Merci. Oui. Tout à fait. C'est en fait tout à fait juste, puisqu'en fait, dès qu'on ouvre la bouche, ces mots qui sortent font référence à des mots, à des étiquettes, et ce que nous sommes est au-delà de tous les mots, de toutes les étiquettes. Mais simplement, puisque on est ensemble et qu'on n'a pas tous les mêmes références, utiliser des mots qui sont plus ou moins universels et qui peuvent être compris par tous, peuvent aider à pointer vers ce qui est au-delà des mots, au-delà des étiquettes, au-delà de tout ce qui a été prononcé. Et c'est pour ça que vous avez tout à fait raison que tous les mots qui ont été prononcés ne sont pas à retenir, ne sont pas quelque chose qui est à une définition universelle et parole d'évangile, entre guillemets. Non, tout ça est à oublier parce que ce qui est essentiel est au-delà de tous les mots. Merci. Merci à vous. Merci. Bonjour, moi c'est Laura. J'ai une petite question par rapport au travail d'introspection. Donc, on nous dit bien qu'on est essence, qu'on a toutes les réponses en nous, qu'il faut aller les chercher à l'intérieur et pas forcément à l'extérieur. D'accord? Et d'écouter la voix de notre cœur ou de notre âme. Mais comment savoir si on est pleinement dans l'instant présent, si on est bien à l'intérieur de nous et si c'est pas la voix du mental qui nous guide, ou nos peurs ou nos croyances? Comment être sûr qu'on est bien en pleine présence, en pleine conscience? Et voilà ma question, s'il vous plaît. Merci. Mais simplement prendre conscience que dès qu'on va essayer de faire quelque chose, d'atteindre quelque chose, de modifier quelque chose, on est déjà en fait dans une démarche qui peut être utile, hein, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, ça peut être très positif, mais c'est déjà du mental. C'est déjà dans le personnage. Et s'il y a la simplicité et l'honnêteté vis-à-vis de soi-même, en fait, c'est de reconnaître que tout ce qui apparaît, c'est déjà du mental. Et donc, la question ne se pose même plus parce que ce que nous sommes n'a pas besoin d'aller chercher de nouvelles conceptions, de nouvelles idées, de travailler sur telle ou telle chose. Ce n'est que le personnage et on va dire, le chercheur spirituel qui a besoin de cela. Et à nouveau, je le répète pour qu'il n'y ait pas de confusion, il n'y a aucun mal à ça. Faire de la méditation, répéter des mantras, du yoga, toutes les techniques spirituelles, entre guillemets, sont bonnes non pas pour atteindre un niveau spirituel, mais sont bonnes pour le personnage. Alors bien sûr, ça va permettre peut-être d'avoir des expériences, des compréhensions, mais cela se passe dans le monde de la manifestation. Et tous les états, toutes les expériences
c'est bien quelqu'un qui fait cette expérience. C'est toujours le personnage, le mental, l'ego. Et si on s'y attache et qu'en plus on veut les reproduire, alors ça devient un ego spirituel qui parce que ça a été peut-être intense, fort, lumineux, ou même parce que c'est la vacuité, et pendant la vacuité, ben, j'oublie tous mes soucis. Donc d'essayer de reproduire ça, ça devient comme une addiction. Et finalement, le voir et en prendre simplement conscience, sans chercher à modifier quoi que ce soit, eh bien ça répondra à votre question. Juste le voir. Merci infiniment pour votre réponse. Merci beaucoup. Bonsoir, Philippe. Par rapport à ce qui vient d'être dit, ça veut dire que tout ce qui se passe, tout ce qui est expérimenté, émotion, énergétiquement parlant et tout ça, ne dit rien de ce que nous sommes vraiment. C'est ça. Cela apparaît. Ce sont des manifestations, des surgissements. Ça peut être très beau, ça peut être très fort, mais cela ne dit rien tout à fait de ce que nous sommes au-delà de la manifestation. Ok. Donc, ce que l'on est fondamentalement ne peut pas être contacté. Il peut juste être vécu. Même vécu, le mot le vivre, c'est à nouveau une expérience. Ah oui. Et donc, ce que nous sommes ne peut être vécu d'une certaine manière. Nous le sommes. Nous le sommes déjà. Et c'est pour ça que c'est difficile pour le mental de l'intégrer, parce que le mental a toujours l'habitude de vouloir comprendre, saisir, vivre les choses, les attraper, les conserver, les reproduire, mais il n'est pas habitué à être dépassé et à ne pas pouvoir appréhender. Et ce que nous sommes ne peut pas être appréhendé. C'est ça. Et pourtant, nous pouvons le célébrer. Nous pouvons, comme ce soir, pointer vers ce que nous sommes déjà. Et grâce à des soirées comme celle-ci ou des après-midi, eh bien, on peut prendre un instant dans cette vie trépidante du personnage pour juste reconnaître ce mystère et la beauté de cette impossibilité d'attraper ce que nous sommes. Et juste de reconnaître et célébrer, pour moi, en fait, ça, c'est très joyeux. Et il y a cet élan de partager cette joie avec vous. Merci. Merci. Merci Laurent. Beaucoup. Bonsoir Philippe, c'est Bettina. Bonsoir, Ma question Bettina. bonsoir. Ma question était sur l'intitulé, le rêve du chercheur spirituel. Donc le rêve. Donc moi je suis un rêveur. C'est une question. Une question ou une affirmation? Ah, c'est quand même une question, parce qu'en fait, ma question est celle-ci. Pourquoi utiliser ce mot rêveur? En fait, j'y ai pensé parce que là, on est sur une session canadienne et je me souviens de Betty, tu dois connaître, qui parlait toujours du rêveur. Et donc, si tu veux, bon, voilà, je l'ai identifié à cela. Et donc, je voulais savoir, en fait, voilà, parce que bon, le rêve, il y a différentes notions du rêve. Je voulais savoir pourquoi on utilise ce mot rêve. Merci pour la question, Bettina. Simplement, quand on constate que le personnage n'a aucun choix parce qu'il est conditionné par ses gènes,
ses identifications, ses souffrances, ses traumatismes, son éducation, etc., on constate qu'il n'a pas de choix. Et du coup, il est juste une manifestation, quelque chose comment dire, qui se déroule. Mais tout va bien tant qu'on ne se prend pas pour ce personnage. Et dans l'enfance, souvent, dans l'éducation, on nous dit ça c'est toi, tu es Bettina, tu es une fille, etc. Et donc, l'habitude se prend de dire je suis ce que je vois dans la glace. Parce qu'en fait, on ne se voit même pas, on voit que des appendices, on ne se voit pas dans la globalité. Et donc, on forge une image virtuelle de ce que nous sommes. Et on se prend pour cela. Et on a l'impression que ce personnage doit devenir quelque chose et qu'il a des, comment dire, des expériences, qu'il vit des choses. Mais tout cela n'est que à la surface, c'est la pointe de l'iceberg. Parce qu'en réalité, on se prend pour cela, mais nous ne sommes pas cela. Nous ne sommes pas que cela. Donc l'idée de dire que c'est comme un rêve, c'est que c'est simplement l'idée, un petit peu comme dans le film Matrix, c'est comme on s'identifie à un personnage dans un film, dans un monde d'une certaine manière virtuel, parce que on se prend pour quelque chose qu'on n'est pas. Ce que nous sommes, c'est ce qui est au-delà de l'ego, du personnage, du mental, mais qui n'en est pas séparé. Et donc le rêve, c'est de croire qu'on n'est que cela, et que le personnage a un début, un milieu, une fin, et que quand cela se termine, tout disparaît. Mais le rêve continue d'une certaine manière, parce que la conscience permet à cette manifestation d'apparaître, de voir tous les surgissements, tous les opposés apparaître. Et tant qu'on ne se prend pas pour les surgissements, pour un personnage ou pour un autre, eh bien, c'est juste une apparition. Et à ce moment-là, on ne peut plus parler de rêve. C'est juste ce qui est. C'est juste ce qui est. Le rêveur, c'est celui qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Ouais. En fait, c'est un peu une farce parce qu'on on se prend tous pour ce qu'on n'est pas, en définitive. La plupart du temps, on se prend tous pour ce qu'on n'est pas. Franchement, c'est terrible. De sortir de ce rêve, en fait, c'est pas du tout évident de sortir du rêve. En fait, d'une certaine manière, il n'y a même pas besoin de sortir du rêve parce que le personnage peut continuer à se prendre pour un personnage, mais ce que nous sommes peut voir ce personnage se prendre toujours dans ce rêve. Ouais. Le rêve continue. Le jeu, le moi, la pensée continue. Les interactions, le monde continue. Mais on ne se limite plus à croire et à s'identifier à ce personnage qui est juste une apparition éphémère. Oui, c'est vrai. On est complètement... Enfin, on aime bien, on aime bien cette histoire-là quand même, elle nous fascine. Hein. On est quand même bien fasciné par le personnage. Effectivement, le personnage est fascinant pour le mental. L'histoire du personnage est hypnotique. Voilà, c'est ça. Exactement. Ok, ouais, d'accord. Merci.
Oui. Voilà, il n'y a même pas besoin de sortir de cette hypnose quand on comprend qu'on n'a jamais été dedans. Ouais. Mais quand on comprend, malgré tout, on est encore dans le mental, quelque part, quand on l'analyse. Oui, quand on On n'a comprend pas le juste choix. intellectuellement, Oui. c'est ça. Et le mot comprendre n'est pas le bon, mais malheureusement, on est limité dans nos formulations. C'est vrai. Ce n'est pas une compréhension mentale, mais c'est quelque chose qui est simplement évident à un moment donné que ce personnage hypnotisé, dépendant de cette réalité construite, si on constate que ce n'est que des croyances et des repères du mental qui nous fait nous attacher à cette hypnose, alors à un moment donné, tout cela tombe. Et il y a juste l'évidence qui est là. Comme l'évidence d'être. On n'a pas besoin de prouver notre existence. Nous le sommes. On ne peut pas dire « je n'existe pas ». Et bien de la même manière, à un moment donné, cette évidence d'être non séparé de l'ensemble de la création, de l'univers, et de ne pas être réduit au personnage, est de la même manière totalement évidente. Et à ce moment-là, le rêve peut continuer sur le plan du personnage, mais on ne se prend plus pour le rêveur. Ok, merci Philippe. Merci beaucoup. Merci. Okay, merci. Peut-être une dernière question, si vous le souhaitez. Dans ce cas-là, Philippe, comment peut-on se décrire en tant qu'être à quelqu'un qui ne nous connaît pas si on est toujours dans le personnage? Pourquoi avoir besoin de se décrire? Exemple, je rencontre quelqu'un ou je veux rencontrer quelqu'un et la personne veut savoir qui je suis avant. Elle veut connaître, exemple, mes qualités, mes défauts, ou même en entrevue d'emploi, exemple. Dans ce cas-là, si je ne joue pas le personnage, comment puis-je me décrire? Alors, sur le plan du relatif, dans les relations humaines, il y a simplement des codes qui nous permettent d'échanger. Et peut-être une bonne question, c'est qui es-tu? Et de voir comment la personne répond à cette question. Donc, je n'aurais pas le choix de rentrer dans le personnage. Si elle répond avec que le personnage, effectivement, je suis un homme, tel âge, j'habite là, je fais ceci, je fais cela, etc. Ben voilà, il se réfère que au personnage. Mais peut-être que dans... C'est un peu ce que tu dis, c'est un peu, tu sais, beaucoup de gens vont se référer, je suis infirmière ou je suis professeur. Mais la personne est plus qu'infirmière, plus qu'on lui dit souvent, ben, c'est parce que tu n'es pas seulement ça, tu es une femme, tu es une maman, tu es un papa, tu sais, il y a plein d'autres phases, mais c'est tous des personnages au bout de la ligne. Ce sont tous des personnages. Et peut-être que à un moment donné, dans les relations, on peut, à cette question « qui es-tu » dire « je ne sais pas ». Cela dépasse mon entendement. Je ne sais pas qui je suis. Ou quand je me pose la question, la réponse n'apparaît que quand la question disparaît. OK. Ça répond à ma question. Merci. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci pour votre présence, votre chaleur, vos questions et vos silences pour ceux qui sont simplement dans le silence. Merci de me donner la possibilité de partager avec vous et de célébrer cette simplicité. Voilà. Et merci à Jean et Vox Populi pour cette opportunité. Merci à toi pour ce moment de partage. Merci beaucoup.